Salut à tous, comment ça va Salut, Harold? ça va Owen? Et toi? Ouais, Impeccable. de ouf. De ouf. Bienvenue dans le podcast, hein. Tu sais que ça me fait quelque chose alors qu'en vrai, il y a 10 minutes, il n'y avait juste pas les caméras allumées. Mais ça me fait un petit quelque chose, c'est chelou, non? C'est normal, c'est le live. Alors voilà, bienvenue à tous. Je ne sais pas si vous connaissez Harold Sidbon. Je sais pas non plus. Voilà, donc on va te laisser te présenter pour les amis. Ok. Je suis arrivé sur le marché du travail en 2009. J'étais dans la finance, j'ai fait un master en finance. Depuis 2009, pour ceux qui ont suivi, c'était la crise. Donc à Londres, ils m'ont dit clairement, on recrute que des stagiaires, on ne proposera pas d'embauche. Et puis là, je suis tombé sur quelqu'un qui m'a dit, va vendre des copieurs. C'était assez vexant après 5 ans d'études, mais je l'ai bien pris. C'était une sommité, le mec. Et les copieurs de l'époque, c'était la Green Tech. Ça, c'est le joli nom pour les NIC. En vrai, pensez pompe à chaleur, panneaux solaires. L'écologie. Et donc, après 5 ans de finance, comme beaucoup de mecs en école de commerce, je suis passé au téléphone, téléprospecteur, commercial, et j'ai monté toutes les étapes, entre guillemets. Et puis, il y a une dizaine d'années, je suis passé du côté marketing. Et là, on est arrivé sur une problématique où il y avait besoin de rendez-vous pour les commerciaux terrain, etc. Et donc, j'ai commencé à toucher au marketing. Elle demande si elle nous dérange. Pas du tout, ça va, on détente, on comprend au pire. Et donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai attaqué le marketing de tous les fronts. D'abord, j'ai visité des calls en Tunisie, à Sousse, je les salue. Ensuite, j'étais à Casa. De Casa, j'ai rencontré toute une population qui venait d'Afrique subsaharienne, donc le Cameroun, la Côte d'Ivoire. Et puis au fur et à mesure du temps, il y a des affinités qui se sont créées, des calls qui se sont montés. J'ai eu de très belles années où j'ai dû gérer jusqu'à 400, 500 téléopérateurs sur plusieurs sites. Wow. Donc c'était... Comment on gère 500 personnes Au début, on ne gère pas. On subit ce succès du moment. Et puis après, on commence à devoir rendre des comptes. Et on recrute un petit peu. Alors, je n'ai pas fait l'armée, mais c'est un peu comme à l'armée, ça devient presque pyramidal. Donc, dans le monde du call, c'est assez simple 10 agents, un superviseur, un manager pour 5 superviseurs, un manager, 2 managers par site et qui vont rendre compte à leur responsable, leur directeur de site. Et puis, moi, j'échange avec le directeur de site. Voilà. Après, je suis toujours resté les mains dans le cambouis, j'aime ça, pour jamais rester déconnecté de la réalité. Et par exemple, j'ai toujours assuré les formations des agents, c'est quelque chose qui me plaît. Je suis accro au téléphone, hein, pour ceux qui ne l'ont pas compris. C'est un jeu, comme le dit Ariel Rosenblum, dédicace. C'est bon ça, hein, dans un podcast. C'est pas mal, hein, franchement. Attends, Augustin, je t'en prépare une après. Et donc tu structures un peu de manière militaire. C'est quoi les problématiques du recrutement? C'est faire le tri entre les candidats, Chaque pays a ses problématiques. En France, clairement, je ne vais pas en parler puisque mon travail, c'est vraiment de base l'externalisation. On parlera de la génération de leads et de l'acquisition client avec le digital suite à l'évolution de la législation. Donc, je t'expliquerai après comment je suis passé du monde du call center avec cette belle aventure au digital. Ok. Et concrètement, ce qui s'est passé, c'est… Tu peux me répéter la question? C'est sur le recrutement. Le recrutement. C'est quoi les difficultés du recrutement? Comment ça se passe? Et là, tu étais en train de me parler justement que c'est pas la même problématique en fonction du pays, de la culture, etc. Carrément. Déjà, on va être cash, le taux de chômage joue énormément sur le recrutement. Il y a des pays, il y a des villes spécifiques. Même au sein d'un pays, on ne recrute pas pareil. À Oujda, donc au nord du Maroc, à la frontière algérienne, où on va dire c'est un peu désertique de part et d'autre. Il y a 400 km pour aller à la première très grande ville d'un côté. De l'autre côté, tu as la frontière algérienne qui est fermée depuis 1994. Et donc concrètement, là-bas, à Oujda, le recrutement, il est facile. Ok.
Par Parce contre, que les gens n'ont pas, y a forcément de travail. Exactement. Par contre, tu vas devoir faire un travail de formation très important et le temps d'apprentissage est un peu plus long. Ok. Mais la fidélisation des agents est beaucoup plus importante parce qu'il y a moins d'offres de travail tout simplement. Casa, toujours au Maroc, bah là c'est à 2 heures de Paris, hyper facile pour les clients de se déplacer. La concurrence est plus importante. Ok. Donc il faut être un petit peu dans des standards de qualité de recrutement beaucoup plus bienveillants, même si on essaie de l'être partout évidemment. Voilà, donc plus de difficultés. Et après, pour revenir sur un autre pays, par exemple le Cameroun, que je connais plutôt bien, à l'époque on était choqués. D'ailleurs, on a créé un logiciel de recrutement, tellement c'était assez improbable. C'est dingue. Ça, c'était un moment d'émotion. Je repense à cette époque. 200 euros de pub pour faire du recrutement nous générait, écoutez bien, je vous assure que ce n'est pas du fake, 2000 CV. 200 euros, 2000 CV. Quand vous voyez le coût d'acquisition en France, vous comprenez qu'il y a un écart phénoménal. 2000 CV, ce n'est pas humain à gérer pour entre guillemets, une petite structure, ou en tout cas une structure qui a juste un RH ou une RH. Ouais. Donc on a créé un logiciel assez incroyable où en fait on ne voulait plus du CV papier parce qu'ils sont tous en plus bidonnés dans la mesure où il n'y a pas de taf. C'est ça. Et donc du coup le logiciel il est assez incroyable, on en reparlera un jour peut-être. C'est un logiciel où en fait les gens nous indiquaient simplement leur talent et ils s'enregistraient vocalement. Ce qui nous permettait ensuite de scorer le niveau de langue et ensuite les proposer à nos clients en définitive. Exceptionnel. Ouais, fou, c'était un gros bébé. Voilà un petit peu pour la partie call. Et tu as dit que tu avais fait plus ou moins une transition vers le digital. Est-ce que tu peux un petit peu nous en parler? Bien sûr. En vrai, on n'a pas eu trop le choix. Ça s'est fait très naturellement. J'ai envie de dire que les barrières législatives et la protection des particuliers, puisque j'ai travaillé beaucoup en B2C, donc les particuliers en fait sont tous protégés, préservés. Et ce qui s'est passé en fin de compte, c'est que on est tous particuliers, donc on est tous à un moment donné confrontés à du démarchage. Du coup, tu nous as parlé de digitalisation et je voulais savoir comment tu es passé du call au digital. Est-ce que tu peux nous en parler? Bien sûr, il y a eu 2 événements assez marquants. D'abord un coup de téléphone. Donc là, on est en 2018. C'est les années entre guillemets où la rénovation énergétique a le feu en... Et là, concrètement, comment ça s'est passé? Il y a eu un appel assez extraordinaire. Un soir, ma secrétaire principale ne décroche pas, n'est pas là. Et donc, il y a le téléphone qui sonne physiquement. Moi, c'est un réflexe. Patron de 400 personnes à l'époque ou indépendant, je ne peux pas, j'entends un téléphone qui sonne, je décroche. C'est maladif. Surtout quand tu as un call center, tu ne peux pas ne pas décrocher. Ça ne va pas dans la définition. Donc, je cours sur le téléphone, je décroche. Et là, il y a un client qui deviendra un partenaire qui me dit bonjour, je cherche 2 téléopérateurs pour requalifier une base de données qui est générée quotidiennement. Il me dit ce sont des leads. Ok. Bon, jusqu'ici, je suis face à un client. Et moi, ça m'intéresse parce que il y a une nouvelle loi qui commence à faire le jour et qui dit qu'en gros, les particuliers n'auront plus le droit d'être contactés en direct dans le dur, ce qu'on appelle, une fois les listes blocktélisées. Blocktélisé, c'est un système qui permettait, et qui permet toujours, mais qui marche plutôt mal, aux particuliers d'indiquer leur refus d'être démarchés, tout simplement. Donc ils vont inscrire leur nom, numéro sur un site de référence pour stipuler
leur refus à être démarchés. Ok, très bien. Et donc il y avait déjà cette loi. Et là, on est sur un moment de transition qui dit que le call va prendre cher parce qu'on ne pourra plus appeler en direct les particuliers. Et là, cette personne, donc je vous resitue, le téléphone sonne, je décroche. La personne me dit, je souhaite requalifier des leads. À l'époque, il vendait le lead, je ne sais pas, disons, en direct, il le vendait à ses clients 11 euros. Il voulait me payer peut-être 2 euros du lead requalifié, qui était un peu retravaillé. Et lui, au lieu de vendre 11 plus 2 euros son lead, il voulait le vendre 17 euros. Ok. Et à l'époque, j'étais gonflé à bloc. Tu gères 400 personnes, tu fais les scores qui sont très sympas. On faisait 300% d'évolution chaque année, pendant les 3 premières années. Tous les chiffres sont vérifiables. Évidemment, ils sont en ligne, ils s'est déposé. Et assez peut-être imbu de ma personne, je suis redescendu, j'ai redégonflé depuis. Je lui dis cash, combien tu as gagné le mois dernier? Je pensais le recruter, clairement. Je recrutais énormément à l'époque. C'est-à-dire que 400 personnes ou 401 personnes. Ça ne change pas grand-chose. Bah non. Et là, le mec me répond très sérieusement 40 000 euros. Oh oh. À ce moment-là, je lui dis je n'ai pas les moyens de te salarier, mais peut-être qu'on peut faire quelque chose. Tu voulais m'acheter mes services, c'est moi qui vais t'acheter tous tes leads. Après une phase test. Tu voulais gagner donc 15 euros moins 2 euros sur chaque lead. Donc 15 euros le prix qu'il voulait vendre, moins 2 euros le prix qu'il voulait me reverser. Donc il avait pour objectif de gagner 13 euros par lead. Et je lui dis d'humeur très généreuse, parce que je sens l'opportunité, je lui dis je vais t'acheter tous tes leads 14 euros. Il ne comprend pas. Ne cherchez pas à comprendre, c'est une façon de lui montrer que il m'intéresse fortement. Et c'était assez simple pour moi de toucher la clientèle qui était susceptible d'acheter ces leads. J'avais à l'époque une liste de diffusion de près de 100 partenaires, dédicace à madame, voilà. Moi j'avais sur le téléphone donc une centaine de partenaires dans une liste de diffusion à qui je proposais déjà mes services sous un autre format, sous de la fiche call. J'ai fait un petit flyer avec un graphiste et je leur ai envoyé cette proposition d'achat de lead, donc par un canal digital que tu connais bien, un canal digital, je t'apprends rien. Et là, ça a été la folie. La folie, dès la première semaine, il y a eu 4 clients qui nous ont commandé 100, 150 leads. Mais c'était... Je ne comprenais même pas comment ça se fabriquait. Je ne savais quasiment pas les faire à l'époque. C'est après où je me suis mis à apprendre aussi à titre perso, à me former. D'ailleurs, tu fais partie aussi. Tu as participé à cette formation. Tu es venu au bureau nous faire une formation à l'époque. Je recommande. Vraiment, il est super pédagogue. Et ok. Ouais, ça s'est fait comme ça, donc 100 leads, 3 fois 100 leads la première semaine, et puis après, ça a fait... Ça n'a pas arrêté. Non. Et puis pendant 2 ans, jusqu'à que cette personne devienne un associé, enfin du moins un partenaire exclusif, que je représente le plus gros de son volume de leads. Et puis après, il est devenu salarié, mais il avait aussi des parts. Et puis bon, bref, toute l'aventure. Après, j'ai créé une deuxième agence, donc ça a été une concurrence qu'on s'est créée. Et après, pour 1001 raisons qu'on vous expliquera peut-être en temps et en heure, ou pas, je sais pas, vous pourrez creuser, faites-vous plaisir. J'ai choisi de mettre toute mon énergie, mon réseau de 12 ans de marketing au service d'une structure qui m'est chère, où je prends la casquette, c'est le cas de le dire, je n'ai pas fait exprès, de directeur commercial, et c'est la boîte ADM. J'ai pas fait exprès, c'était pas travaillé. Non, arrête. Non. Donc voilà. Donc aujourd'hui, je bosse pour ADM. Ok. ADM, le fondateur a fait 15 ans à New York avant de rentrer en France, et il a une vision assez
assez folle du marketing et en même temps très, très direct, très opérationnel. Et c'est ça qui m'a plu. Pas de chichi, que du concret. Et donc là, en ce moment, il me permet de m'épanouir. Il m'a donné les clés de la structure en quelque sorte. Et il m'a dit, vas-y, fonce. Et qu'est-ce que vous proposez du coup dans cette structure-là? Quoi comme service? J'ai envie de te dire, c'est une agence, donc elle s'appelle Agence Direct Marketing. Ouais. Et c'est du direct marketing, c'est-à-dire qu'on est très peu agence. Je ne critique pas les agences et tout le folklore qu'il y a autour. Je ne les critique pas du tout, hein, ce sont des amis, je les salue. Il y en a qui le font très bien. Mais on est vraiment punchy. On ne fait pas de cinéma, on est des boxeurs. On va chercher du client pour nos clients. Après, on sait aussi fidéliser une clientèle et mettre à profit toutes ces expériences, toute cette expérience de call center. Mais on va vraiment chercher du client. Donc comment ça se passe? Tu m'exposes ta problématique métier et avec mon regard qui est assez objectif et en même temps très direct, je ne fais pas de cadeaux moi. Je suis très, comment dire, j'ai beaucoup de recul et je sais qu'aujourd'hui on peut être tout en haut, tout en bas, au milieu. Il n'y a pas de petit, il n'y a pas de grand pour moi. Il y a un instant, il y a un moment, il y a une carte à jouer et je te dis tes 4 vérités, j'ai pas peur. Comme j'accepte qu'on me les dise. Ouais, c'est ça. Il faut être bon joueur. C'est ça. Tu vois Donc, le principe, c'est quoi aujourd'hui avec ADM? C'est une agence directe de marketing. On se pose 20 minutes, l'audit, elle est gratuite. Tu me dis comment tu travailles aujourd'hui, comment tu vas chercher tes clients. Et moi, je te dis cash. Est-ce que je peux t'accompagner? Auquel cas, je ne vais pas hésiter à facturer parce que je sais ce que vaut la structure. Ouais. Ou je vais te dire cash. Écoute, merci pour le café, merci pour le call. Je peux te recommander un tel, ils le font mieux que moi. Mais pas pour moi. Non. Tu refuses des projets, toi, parfois? Carrément. Aujourd'hui, c'est un truc que j'ai appris à faire avec le temps. C'est dur au début. Hein. C'est super dur parce que parfois, les projets sont même intéressants. Mais quand on sent que, par exemple, il n'y a pas de vision avec celui qui est à la tête de cette entreprise, ou que ça bloque un peu, ou qu'il n'y a pas cette écoute du professionnel, là, ça risque d'être compliqué. Est-ce que toi, c'est pareil? C'est quoi les choses qui font que tu refuses de rentrer dans un projet? Si tu devais citer… Il y a une chose, une seule chose. Si j'ai l'assurance de ne pas être la bonne personne, donc je te disais, si j'ai l'assurance de ne pas être la bonne personne, parce que c'est très loin de moi, si tu me dis clairement, demain tu me dis il faut appeler tous les DSI du CAC 40, non, c'est pas moi. Ouais. C'est pas moi, je peux appeler des grands comptes, mais j'ai mes limites. Donc je sais, d'abord, on a fait peut-être 200, 300 missions sur différentes activités, sur différents corps de métier, différents pays, en B2B, en B2C. Donc à un moment, tu as un scoring. Ouais, tu sais là où ça. le client a renouvelé, tu sais là où il n'a pas renouvelé, tu sais là où tu as rapporté du chiffre, là où tu n'as pas rapporté du chiffre. Exact. Donc si dès le départ, je sais que je vais juste te faire perdre du temps, on stoppe, j'y vais pas. Et si tu veux vraiment travailler avec moi, perdre du temps et aussi perdre de l'argent, alors ce sera sans moi. Par contre, j'ai des super associations à te recommander qui, elles, te feront gagner du temps, des bons points si on y croit. Et en plus, elles te fourniront un CERFA. Quoi de mieux? Parfait. Voilà, d'ailleurs, je mettrai le lien quelque part par-ci, par-là, des associations partenaires. Donc, tu comprends? Par contre, si j'ai un doute et que je pense qu'avec ton expertise en tant que client, à savoir, je pars du principe que personne connaît mieux son produit que le client lui-même. Donc, si un client qui a un savoir-faire me laisse le faire savoir, un classique, c'est là. La poésie. Un classique. Alors, je suis là et je vais donner toute la pêche, toute l'énergie que j'ai et celle de mes partenaires actuels pour vraiment faire décoller les chiffres. Après, il ne faut pas être pressé. Je veux dire, un client qui t'appelle, qui dit j'ai besoin des services pour hier, ça met un sale stress pour rien des fois.
c'est pas possible. Tu vois, donc si on a un budget, un cahier des charges, voilà. Et après attention, il y a quelque chose de... Et ça, c'est une vraie règle. Si je devais définir un peu ce qu'est un call center. Un call center, pour moi, ça peut avoir deux vocations. Soit un call center, il se positionne comme une photocopie, comme un copieur, et donc il est là pour faire la photocopie d'un process qui marche, auquel cas, par exemple, vous êtes un petit bureau, 5-10 personnes, tu sais et tu connais parce que tu as de la data, tu as des chiffres précis et tu connais tes retours sur investissement, tu sais combien d'appels il faut passer pour faire un rendez-vous ou une unité de mesure qui est la tienne. Alors tu vas pouvoir me transférer ton savoir-faire et me donner des objectifs à atteindre qui sont atteignables. Et donc je vais pouvoir reproduire après un temps d'apprentissage tes scores. Sauf que par la force de l'externalisation et la force de process et d'outils marketing, enfin de télémarketing, on va faire x10, x20, x50 en termes de quantité. Donc on va reproduire quelque chose qui marche. Mais si tu me donnes quelque chose qui ne marche pas et que tu me demandes de le reproduire, qu'est-ce qui va se passer? 0 x 0. C'est pas ça, c'est que tu prends un dessin très moche, tu le mets dans un copieur, tu lui demandes de t'en faire 50. Est-ce que tu crois que sur les 50, il va sortir un Picasso? Eh non. C'est pareil avec un call. Tu me donnes à copier quelque chose qui est naze, je vais te faire quelque chose de naze ou de moyen avec un peu de chance. Ouais. Donc la bonne façon de voir le call pour moi, c'est un modèle qui marche, on le duplique. Voilà, à l'infini. Ça, c'est la façon dont il faut voir le call. Après, tu as une deuxième façon de voir le call. Tu veux couper? Donc, je te disais qu'il y avait deux façons de voir le call. Soit comme un copieur qui va dupliquer quelque chose qui fonctionne. Maintenant, il y a des gens qui sont soit très pressés, soit qui sont au démarrage, soit qui ont un super budget, soit qui n'ont pas l'envie. Il y a 1000 raisons de ne pas l'avoir fait soi-même. Ouais. Et qui me disent non, moi je veux essayer avec 1, 2, 3 personnes. J'y vais pas. J'y vais pas. Et ce que je leur conseille, parce que je n'ai pas envie de leur faire perdre de l'argent, clairement. Par contre, ce que je leur conseille, c'est et ça je peux les accompagner dessus, avec un pack lancement. Je vais les accompagner à créer leur script, à créer leurs objections, à créer un playbook. Et on va les accompagner à créer et à tester. Ok. Maintenant, il y a des clients, des partenaires qui ne veulent pas du tout passer par cette phase de test en interne chez eux. Très bien. Donc du coup, là on se positionne plus en étude de marché, où en fait ils nous transfèrent le risque de l'échec du démarrage ou le risque de succès. En tout cas, ils nous transfèrent cette phase d'apprentissage. Donc, on va mettre 1, 2, 3 agents chez nous, en interne, enfin au call, et on va faire les erreurs à la place de notre client. C'est bien. C'est bien et c'est pas bien parce que on connaît quand même malgré tout moins bien le produit que le client ou le fondateur. Ouais, d'ailleurs, moi ce que j'allais te demander, c'est, on sait que dans la prospection, etc., on doit donner pas mal d'informations au téléphone. Comment tu fais pour te mettre dans les bottes de ton client? Pour connaître son produit? C'est une superbe question. C'est une superbe question. Excusez-moi, je me rhabille. Une seconde, ça me gratte. C'est une super question que tu me poses, Réhouven, là. Vraiment. Comment on fait pour se mettre à la place de son client? Et je crois que cette question, elle est valable dans tous les domaines. Je pourrais presque te retourner la question. Ouais, t'inquiète. Ça, quand tu n'as pas de réponse, c'est très bon, tu vois, de repartir sur… Et toi, Réhouven, comment tu fais? La politique, très bien. Ben moi, comment je fais? C'est une super question. Honnêtement, pour moi, comme pour toi, c'est essentiel de savoir les problématiques de ton client, ses forces, ses faiblesses, les prix, pas les prix, etc. Donc moi, ce que je fais, c'est que je fais des entretiens au préalable
où je fais vraiment l'enquêteur. Je pose des questions, je creuse, je demande un peu le background aussi des clients pour savoir quelles valeurs ils ont. Tu vois. C'est très important que moi ensuite je puisse, dans mon marketing, refléter les valeurs de la société. Et en fonction de ça, j'ai des réponses et je peux, comme si, tu vois, on fait des fois des parcours d'achat ensemble, des parcours de vente. Et Voilà. ensuite, voilà, je suis dans les baskets de la boîte, quoi. C'est assez similaire. Il y a deux, trois points sur lesquels je te rejoins totalement. Bah, évidemment, l'écoute. Déjà, l'écoute. on pose un max de questions. Ce que je fais dans l'audit CAP, hein, l'audit CAP, c'est quoi? C'est un constat. Très bien. A comme une analyse à chaud un feeling, qu'est-ce que j'ai ressenti par rapport à son premier discours. Ensuite, c'est des points d'amélioration. Et enfin, c'est des préconisations pour améliorer justement l'existant et faire mieux. Souvent, on se rend compte que les clients, au départ, ils n'ont pas besoin de nous. Ils ont juste besoin de petits conseils. Ouais. Et c'est en ce sens que, ou avant de faire des préconisations et aller chercher du budget pour faire plus, on va déjà rectifier le tir avec des points d'amélioration. D'ailleurs, le slogan, c'est cap ou pas cap de prendre des rendez-vous. Pas mal. Cap ou pas cap de prendre rendez-vous pour prendre rendez-vous. Bref. Et donc concrètement, tu m'as dit comment on fait pour se mettre à la place du client. Déjà, on l'écoute. C'est très dur quand tu es un commercial. Souvent, quand tu es commercial junior, tu as tendance à débiter et tu n'écoutes pas. C'est après, avec la maturité, les échecs ou les succès ou les bons conseils que tu écoutes. Redescends. Ouais, Ok. tu redescends et tu écoutes. Donc tu écoutes ton client, tu l'écoutes, tu lui poses des questions. Et tu lui poses des questions très simples. C'est quoi ton process actuel? J'imagine que tu ne m'as pas attendu pour avoir des clients. Comment tu fais? Alors, il y a plusieurs réponses. Il va te dire, aujourd'hui, je démarre avec mon réseau, c'est des recommandations. Ok. Donc, on se rend compte trop tôt. Il faudrait presque que tu essayes, Ouais. tu vois, déjà avant. Sinon, aujourd'hui, j'ai des alternants. Ok, d'accord. Comment tu les formes? Qu'est-ce qu'ils disent? C'est quoi leur retour? Combien d'appels pour combien de résultats? Et tu commences à créer en fait un cahier des charges parce qu'il y a des choses que le client va faire instinctivement et en réalité qu'il faut cadrer. Beaucoup te le diront, la prospection, elle a évolué. À l'époque, il fallait être un artiste de la vente au téléphone pour pouvoir vendre. Ça, c'était dans les années 80-90. À l'époque, dans les années 80-90, d'ailleurs, j'ai fait une petite vidéo comme ça. Je l'ai appelé les 3 oui, c'est fini. Pourquoi? Parce que dans ces années-là. La méthode des 3 oui. La méthode des 3 oui. C'est à l'ancienne. Grave, à l'époque, quand tu appelais un prospect, il fallait absolument lui faire dire 3 fois oui. Tu lui posais des questions bateau. Est-ce que vous êtes bien monsieur un tel? Oui. Est-ce que vous êtes bien dans telle activité? Oui. Est-ce que vous voulez un rendez-vous? Oui. Bon, j'exagère un petit peu, mais parce que tu lui as appris à dire oui 2-3 fois, donc la dernière question, il va te répondre oui par réflexe. C'était de l'envape, c'était de l'enfumage, disons les mots. C'est fini ce temps-là. C'est fini. Aujourd'hui, on est à l'ère des startups et une startup, tu ne la fais pas avec des artistes. Pourquoi? Parce que les artistes, les stars, elles sont difficiles à trouver par définition, elles sont rares. Donc, aujourd'hui, il faut des process de stars, mais des process avant tout. Il vaut mieux des téléopérateurs ou des commerciaux moyens avec des process excellents plutôt que quelques stars et des process tout fatigués. Ok. Sinon, il y a que ton commercial qui va s'éclater, ton commercial star en termes de chiffres, mais il va te coûter très cher en coût d'acquisition client. Donc, aujourd'hui, on a besoin de processer les choses. Il y a besoin de la bonne data, savoir qui t'appelle, se renseigner. Il y a besoin de mettre en place un script, mais en même temps, savoir sortir du script, donc bien maîtriser son univers, l'univers de ton client. Très bien. Donc, connaître un peu l'évolution qu'il y a eu dans le temps, comment elle a évolué son activité. Je vois pour les clients qui nous contactent, qui font aujourd'hui du solaire en ligne, ça a évolué le solaire. À l'époque, les gens ils faisaient du porte-à-porte, après ils ont fait du call, après ils ont fait de la digitalisation avec du lead, après ils envoyaient toujours des intervenants. Et aujourd'hui, il y a des boîtes de solaire comme le groupe Verlaine, comme SolarBox, comme Tuco, comme EFI, qui font tout à distance quasiment. Ah, c'est incroyable. Ça évolue, donc il faut maîtriser l'environnement de son client
Et puis après, la fameuse question du pourquoi. Ouais. Pourquoi vous m'avez appelé? Pourquoi vous pensez que je peux vous aider? Vous connaissez mieux votre produit que moi. Alors, où est-ce que ça bloque? Écoutez, Ouais. écoutez, écoutez. Et puis après, analyser à chaud. La spontanéité des réponses, elle est très bonne des fois. Et puis, analyser à froid. Et après, enquêter, se renseigner, savoir comment améliorer. Et après, et là, ça va te parler. Ok. Je vais te parler d'un truc qui va te parler. On en parle très très peu en télémarketing. Je vais t'en parler. C'est pas un scoop, hein, mais je vais t'en parler parce Ok. qu'en réalité, Let's go. dans le digital marketing, quand tu lances une campagne pour Google, ou sur Google, Facebook Ads et Co, qu'est-ce que tu fais au démarrage? Qu'est-ce que tu fais? Tu fais des A/B tests. Oui, complètement. Tu testes telle image avec telle Texte. cible, tel texte, et tu fais des croisements pour voir qui, quoi, où. Exact, exact. Ok. Au final, tu vends le même produit, Oui. mais tu fais des tests différents. Le call, c'est pareil. C'est pareil. On fait des A/B tests. Je vais te mettre 10 agents, par exemple, 3 sur telle trame, 3 sur telle trame. Le matin, je vais les mettre avec tel target, telle cible d'institutionnel. L'après-midi, avec plutôt des entreprises B2B de X nombre de salariés. Et puis en parallèle de ça, on va tester une approche plus punchline, enfin plus punchy, plus direct, où on va demander un rendez-vous direct. D'autres où on va générer juste de l'affiche sous un format sondage. Donc tu fais des A/B Ok. tests aussi en call, Ok, tout ok, simplement. ok. Super intéressant. Ok. Est-ce qu'on passerait pas à un petit jeu? On va faire un Un petit jeu. jeu, carrément, c'est Allez. quoi le délire? Un petit jeu avec des questions. Ouais. On va piocher des questions au hasard. Non, et on t'as va préparé devoir ça? répondre. Si, si. Oh là, il est bon. On là. y va, c'est parti? Ah oui, carrément. Allez. Donc, le principe est simple de ce jeu. On ouvre la boîte. Ouais. On doit répondre spontanément à une question. Ok. Ok? Tu vas piocher une question et tu dois y répondre. On est parti. Ok. Cite une citation inspirante. Ouais. T'as quelque chose? Ouais, bien sûr, j'ai celle que j'ai sur mon WhatsApp. Tu vois, c'est ma photo de profil, donc elle est là, je ne vais pas faire semblant. Celui qui pense qu'un professionnel coûte cher n'a aucune idée de combien coûte un incompétent. Waouh, incroyable, Voilà. incroyable. Respect, c'est. Je ne sais pas de qui elle est, je vais être franc avec toi, je l'ai vu passer, je sais pas, il y a 4-5 ans sur mon feed, sur Facebook ou autre, et voilà, j'ai kiffé, je l'ai prise, et j'essaie de me l'approprier et d'en faire une règle de vie. Alors aussi bien pour le choix de mes prestataires et de mes partenaires, que de politique que j'essaie d'indiquer à mes clients, parce que souvent, tu l'as connu, enfin tu connais ça, un client il t'appelle, il dit oui mais on propose moins cher ailleurs, etc. J'essaie de ne pas rentrer dans les standards de comparaison avec du low cost, non pas qu'on soit excessivement cher, mais on aime bien faire les choses, et bien faire les choses, ça coûte un minimum, voilà, tout simplement. Ok, bah écoute, super intéressant. On continue hein. Dans le jeu, vas-y. À toi de piocher une deuxième question. Ok. Attendez, je vous montre. Non, Enfin, je vous montre. t'as pas le droit de faire Non, ça. le mec il a fait médecine avant, c'est pas possible, médecine ou pharmacien. Bah mais voilà, écoutez. voilà. En tout cas c'est fait main, c'est du fait main, c'est du Réhouven, c'est fait main. J'ai fait médecine, ensuite je me suis reconverti. T'es bon parce que c'est du fait main et ça fait plaisir. Bon, vous avez compris, c'était juste un moyen de gagner un petit peu de temps pour préparer la réponse. Tu réponds quoi à un prospect qui répond non? Ouais. C'est un classique, un b.a.-ba. On dit un b.a.-ba? Ouais, je pense. C'est le b.a.-ba. Ouais, c'est le b.a.-ba. Ouais, c'est le b.a.-ba. Un prospect qui te dit non, spontanément, j'ai envie de te dire pourquoi? 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 Parce que ça, c'est vraiment la réponse générique qui peut s'appliquer à tous et toutes. Le pourquoi, c'est magique. Le pourquoi, c'est magique parce que ça laisse place à la conversation. Tu t'enfermes pas dans le pourquoi. Ouais. À part si tu tombes sur un mec très dur qui te répond juste parce que. Alors là, t'es mal. Là, tu es mal. Le pourquoi, il te permet plein de choses et de créer la conversation. Maintenant, si un prospect il te répond non, ce qui est intéressant de savoir si c'est un non parce que ça ne rentre pas dans ses process, non parce qu'il n'a pas le budget, non parce que ce n'est pas le bon timing. Le non, pourquoi, tout simplement.
Parce qu'en fonction de sa réponse, tu vas pouvoir ensuite orienter. Alors ça peut être soit un rappel téléphonique, peut-être que tu l'appelles tout simplement pas au bon moment, ça arrive. Tous ne sont pas de mauvaise foi. Peut-être que la secrétaire ne veut pas te passer le patron parce que c'est son rôle de secrétaire de faire un barrage, parce que sinon le patron il ne pourrait pas faire son travail de patron, ou la patronne évidemment. Donc concrètement, quand il y a un non, je veux savoir pourquoi. Et si on ne veut pas me passer par exemple le patron de telle grande structure, je vais demander pourquoi. On va me dire parce qu'il faut lui envoyer un mail. Ok, très bien, alors dans ce cas-là, quel est son mail? Je vais jouer le jeu des process et puis vous allez me donner la main jusqu'au bureau de votre patron, tout simplement. Donc écoutez, toujours l'écoute, on ne le répétera jamais assez. Et voir si c'est un nom entre guillemets vindicatif, un nom parce qu'il n'y a pas d'autre possibilité, ou si c'est un nom très logique, Ouais. sur lequel on va pouvoir apporter donc une réponse logique. Et voilà, tout simplement. Et là, je crois qu'on reçoit nos cocktails. Là, c'est super sympa. Et elle est super classe, la dame, parce qu'elle nous a vu tourner. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle attend. Elle attend. Ça, c'est génial. Classe. On va se faire servir. Bon, Réhouven, tu me fais plaisir. Ouais, si tu T'en veux. tires une ou deux? Non. Allez, s'il te plaît, tire une ou deux questions. Non, fais pas. T'es fort. Hein. Une ou deux, s'il te plaît, Allez, chacun son tour. Vas-y, on y va. On est parti. Vas-y. Alors, petite question. On y va. Ok. Donc, raconte-nous une anecdote marrante qui est arrivée en business. Bon, il y a un truc que je suis pas super fier, mais en même temps, c'est assez drôle. Bref, moi, il y a 5 ans, je bossais dans une entreprise, etc., en com, etc. J'avais un poste sympa. Et du jour au lendemain, j'ai décidé de partir, de démissionner, parce que je sentais qu'il y avait du potentiel à exploiter, etc. Et je voulais créer ma boîte. Et t'as bien fait. Franchement, ouais, c'était pas si mal. Bien fait. Ma femme elle m'a dit tu es fou et tout. Elle a failli me défoncer, mais bon. Bref, et au début, forcément, on commence, il n'y a pas de clients. Ouais. Il n'y a pas de clients, personne ne te connaît, enfin, plus ou moins, quoi. Et donc, moi, j'ai un truc que j'aime bien dire, c'est fake it until you make it. Tu sais? Ouais, bien sûr. Ça veut dire en français… Mytho. Fais le mytho jusqu'au moment où ça sera ta réalité. Ouais. Et donc un jour, on devait recevoir un gros client. Et j'avais honte de bosser au départ chez moi, etc. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Le dimanche, on a loué un call center, un truc énorme. On a pris des potes qui faisaient les faux employés, genre un gars qui faisait le café, l'autre qui tapait sur l'ordinateur. Genre la comptabilité dans la vérité, si je mens. Exactement. Et on a reçu les clients et c'était énorme parce que les clients commencent à parler à mes potes qui font semblant. Eux ne connaissent pas le métier forcément, ils ne sont pas du tout dans le marketing. Au final, on les a signés. Donc voilà, petite anecdote, très sympa. Trop sympa ça là. Vraiment super cool. Faire attention à ne pas trop faire le mytho, mais au départ, quand tu n'as rien, Mais pour la petite histoire, je te balance un truc que j'ai vu. Ouais. Tu connais Régine, les boîtes de nuit en France, la star des boîtes de nuit à l'époque. Je crois que j'avais lu une histoire, une de ses premières boîtes de nuit. Elle avait engagé des videurs, etc., des photographes, des ci, des ça. Elle avait convoqué peut-être 20-30 célébrités, etc., ou même pas, ou people, mais et encore, je ne suis même pas sûr. Et elle recalait tout le monde. En fait, il n'y a personne qui est rentré dans la boîte, musique à fond, incroyable. etc. Des flashs à l'entrée, machin. Il y avait une personne sur 100 qui est rentrée. En fait, cette personne sur 100, c'était des amis à elle. Et elle avait mis à l'entrée des vigiles. Et puis, il laissait rentrer personne. Il y avait une petite foule et tout qui s'était accumulée. C'était prévu à l'avance, quoi? Ouais, carrément. Et c'était que du faux. Toda là. Wow, voilà quoi. Thanks. Ah écoute, super marrant. Franchement, super marrant. Voilà, comme quoi, c'est un truc… Donc, un de tes premiers gros clients… Un de mes premiers gros clients, on a dû… Heureusement, ils n'ont pas redemandé à repasser. On aurait dû louer pour un autre week-end. Ça s'est passé à distance, mais bref, c'est assez marrant. Allez, j'en tire une deuxième et après on renchaîne sur toi. Allez. Alors, on y va. Dans celle-là, je l'ai déjà faite. Je choisis un petit peu. Alors, c'est quoi ton dernier échec? Ok, question super intéressante. Bref, ça fait des années que je fais de la formation professionnelle. Je
rappelles, je vous avais formé à l'époque sur Ouais, LinkedIn. bien sûr. C'est le mon fais encore. formateur LinkedIn, vraiment. Vous voyez là où il a les sommets qu'il a atteints? Non, je vous assure, c'est le premier qui m'a expliqué comment ça fonctionnait. Très important, je le recommande, il est super pédagogue. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et du coup, ces derniers temps, il y a eu pas mal de demandes, donc on fait des formations sur LinkedIn, Facebook. Et en fait, moi, je voyais qu'il y avait de la demande et je me suis dit, je vais monter une école. J'avais envie de monter une école de formation sur les réseaux sociaux, etc. Ok. Projet sympa, super intéressant. En digital ou en euh, physique? En physique. Ok. Non, en physique carrément. Et je me suis dit, je vais aller voir les administrations pour voir si ma formation peut être reconnue et en fait que les gens puissent avoir la formation gratuite. Je ne sais pas si tu connais, en France, il y a Le CPF, le CPF. les OPCO. Ici, il y a aussi une autre certification avec le ministère de l'Intégration. Et en fait, j'étais très chaud tout ça. Et quand j'ai mis un petit peu le nez dans ces affaires, je me suis rendu compte que c'était très très compliqué. Qu'en fait, ils n'acceptaient pas toutes les formations, qu'il fallait remplir des dossiers incroyables. Et donc je suis allé voir des écoles directement et je leur ai dit voilà, j'aimerais passer par vous pour pouvoir former, etc. Et en fait, les écoles ont été super gourmandes en me demandant vraiment, c'était du 40% sur ce que je générais. Du coup, voilà, j'étais très déçu. Et c'est un projet que j'avais à cœur. Ça faisait longtemps que j'y pensais, mais du coup, j'ai mis ça de côté pour l'instant. Donc voilà, dernier échec en date. La vérité, il m'a déprimé. Bah, désolé, mais on parle franchement là. Ouais, bien sûr, on parle là, mais je parle franchement, tu m'as déprimé. Allez, on va passer On à va autre boire chose. un Hein, coup. ouais. Bon, alors, tu sais quoi, on pourrait la tourner autrement. C'est quoi ta dernière réussite? Ouais, on va la. Ouais. Vas-y. Non, quoi? Je vais t'apposer. Ah, c'est quoi ma Bah oui, dernière frère, réussite? c'est ton moment là. Bah oui. Non, Si. il est trop long ton truc. Bah, c'est pas grave, tu peux en parler, mais. En plus, mais attends, tu vises le public israélien, toi? Ta cible, c'est le local? Les deux, ouais. Non, mais c'est des francophones. Il y a beaucoup de francophones qui viennent me voir. Oui, mais tu vises pas les Français de France? Non. Ah, t'es en Non, local? les tu- deux, ouais, les deux. Moi, je bosse sur les deux. Ah, tu En joues physique, je suis ici. Et quand on doit faire des formations, par exemple, j'ai formé un cabinet de compta sur LinkedIn il n'y a pas longtemps. Bah, ça s'est fait en Zoom, tu vois ce que je veux te dire. Et alors, tu me disais, c'est quoi ta dernière victoire? C'est un sujet qui va nous intéresser parce que c'est le digital. Attends, Et, attends, je vais pas te laisser comme ça. Quoi? Je vais te la poser vraiment la question. Ok, vas-y, Bah oui, c'est plus interactif sinon. vas-y, je te suis. Réhouven, est-ce que tu peux nous raconter ta dernière victoire, ton dernier succès, ta dernière petite fierté professionnelle en tout cas? Une fierté professionnelle, waouh. Ben écoute, ouais, je vais parler. Alors, je voulais parler d'un truc, mais là, je vais parler d'un autre truc. Vas-y. Il n'y a pas si longtemps, il y a 6-7 mois, il y a un papa qui est venu me voir et qui m'a dit que, voilà, que son fils de 18-19 ans était en train voilà, il se cherchait un petit peu au niveau du travail, etc. Et il m'a dit, voilà, j'ai appris que tu étais formateur dans le digital. Est-ce que tu peux le former à WordPress, à la création de site internet? Génial. J'ai dit, écoute, ouais, pas de souci. Je commence à prendre le jeune en cours, etc. Et le père, il me disait à chaque fois, écoute, regarde si tu peux y aller un peu plus fort, donner des petits conseils de vie et tout. En fait, j'ai compris au fur et à mesure du temps que je devais être un petit peu le grand frère, tu vois. Waouh. Donc, on faisait les cours de WordPress et puis à la fin, le petit dernier quart d'heure, j'essayais de lui parler, machin et tout, ambition, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, comment tu peux gagner de l'argent, etc. Et là, en quelques mois, en fait, le gars, il a atteint un niveau très sympa en création de site internet. Et juste avant les vacances, j'ai appelé le père et je lui ai dit voilà, regardez, je voulais juste vous dire que là, on a passé un cap, tout ça. Pour l'instant, je pense qu'il n'a pas besoin de plus de cours, etc. Il me disait ok, super, merci. Je voulais juste te dire que ce que tu as fait là en 5 mois, il n'y a personne qui a réussi à le faire. C'est-à-dire que maintenant, son fils, il est grave ambitieux. Il a envie de partir avec son métier, d'ouvrir son agence et tout. Et donc voilà, ça c'est une fierté de fou quoi. Tu peux. vois. Sincèrement, et là je blague pas, tu m'as mis les frissons. Arrête, vraiment. je te crois pas. Ah ouais, mais Arrête, ça fait plaisir. il m'a mis les frissons.
Non, si on peut. Parce que le travail, au final, c'est bien, mais ça passe. C'est ça. Au final, on est tous des humains et ce que tu as fait, non, c'est génial. Si on peut être inspirant, mais réellement, Ouais, pas c'est que sur ça. une citation, tu vois, Exactement. c'est royal. Bravo à toi. Bah écoute, merci, voilà, ça fait super plaisir et je remarque aussi que dans la vie, il faut pas trop forcer, tu vois. J'aurais pu prendre le jeune et lui dire ouais non il faut que tu sois comme ça, il faut que tu... Non, je l'ai laissé parler, je l'ai écouté. Je lui ai pas donné des conseils en fait, je lui ai montré qu'il y avait des choses qui étaient disponibles, qui avaient un potentiel à atteindre. Et après voilà, bah, il a pris ça avec sérieux quoi. Donc voilà. Et tu es en contact encore aujourd'hui? Ouais, je suis en contact, ouais. Je suis en contact et on continue à parler, tout ça, et voilà, je suis super content. Putain, C'est le comme mec mon petit s'est frère. créé un concurrent, mine de rien. Il n'y a pas de concurrence. Ouais, bien sûr, on le sait. Et voilà, bah écoute, vas-y à toi, une petite question là. Ok. Une gaffe dont t'es pas fier. Ah, le petit bisou à la fin de la conversation téléphonique, ça c'est facile ça, mais bon, c'est mignon. Excellent. On va essayer de te trouver un truc plus sympa. Non, mais très court, très court. Un petit truc très sympa. Bah, tu vois, ça fait quoi? Ça fait 5-6 ans qu'on se connaît, un truc comme ça. Ouais. Et tu m'as invité pour ce podcast. C'est plutôt très sympathique. Et il n'y a pas plus tard qu'il y a 15 minutes, je l'appelle Raphaël. Ah ouais, bien vu, bien vu. Tu vois, donc on va pas aller chercher trop loin. Hein. Raphaël, non, c'est pas possible. C'est Réhouven. Voilà, et il est bon. Non, mais ça fait stress. Ok, on part pour la dernière question. Ah ouais? À toi, on y va, on pioche une question au hasard. C'est quoi la recette pour cartonner sur LinkedIn? Ah bah, tu vois, c'est tombé pour toi ça. Non, mais t'es pas C'est parfait, sérieux. Mais c'est parfait pour cartonner, toi, je suis un. C'est Anthony Soufflère. Il m'a dit, il m'a tagué dans un carrousel avec que des stars. Il m'a fait kiffer le mec Hop. pour la rentrée. Je sais pas si tu l'as vu passer. Ouais, j'ai vu. Et je lui ai dit, mais si je suis à côté de stars là, il y avait tout le monde. Il y avait Jérémy Bendayan, il y avait Ah ouais. Ruben, enfin je crois qu'il y avait tous les gros. Je lui ai dit, mais je suis tout petit à côté d'eux. Il m'a dit, ouais, il m'a confirmé, il m'a dit, t'es le minot. Ouais. Mais T'es bon. rentré dans le top 10 là, c'est bon. Donc la recette pour cartonner sur LinkedIn. Ouais. D'abord, c'est quoi cartonner sur LinkedIn? C'est quoi la définition de cartonner sur LinkedIn? Cartonner, ça veut dire que tu crées du contenu où Ouais. tu as un peu de retour. Mais est-ce que cartonner et créer du contenu, ça paye ton loyer et ça te paye les vacances? Ça peut. Ça peut. Bah ouais. Ça peut parce que quand tu crées du contenu, tu génères du lead. Des gens Alors, viennent ok. te contacter. Si c'est tout ça cartonner, c'est une bonne vois définition. Parce que comme je t'ai dit, je suis dans le marketing direct. Ouais, Donc c'est moi, il faut qu'il y ait un retour sur investissement. Alors attention, je m'amuse beaucoup, que ce soit maintenant ou en général sur les posts, à commenter, à échanger les vidéos. Mais il faut qu'il y ait un vrai retour et un apport de valeur, aussi bien pour les gens qui te lisent que aussi à un moment pour toi qui a un retour. C'est ça. Sinon, ça ne s'appelle plus cartonner, ça s'appelle perdre son temps. Je pense qu'il y a les grands classiques, avoir un profil déjà qui est clair, qui énonce bien ce que tu fais. Tu me poses des questions, c'est malaisant parce que c'est toi qui m'as formé au début. Donc avoir un profil clair, on sait ce que tu proposes, on sait ce que tu vends, on sait qui tu es. Être identifiable, visible un minimum. Donc se mettre un petit peu en avant de temps à autre. Après, il y a des gens qui n'apprécient pas, il y a des gens qui aiment ça. Donc il faut rester vrai, ça ne sert à rien d'être trop dans le fake parce que c'est dur sur la longueur de tenir cette attitude. Ouais. Donc, restez vous-même. Après, essayez de montrer les belles facettes de vous-même. C'est pas la peine de nous montrer que les défauts. Tu peux de temps en temps montrer quelques faiblesses, mais on n'a pas envie de voir non plus du moche. Hein. On est sur un réseau, Ouais, clairement. complètement. Après, des fois, les échecs font partie des belles aventures aussi de la vie, hein, qui font réfléchir, qui font progresser. Mais très concrètement, commentez, soyez généreux. Il faut interagir avec les autres. On t'a donné des likes, il y a des amis qui ont l'habitude de te commenter, commente-les en retour. Fais ce petit effort parce que c'est quoi le salaire du créateur en fin de compte? C'est ce petit pouce. Ouais. Même si des gens critiquent parfois les commentaires un peu rapides comme les applauses ou comme les feux.
Mais au final, c'est déjà ça. Bien sûr. C'est déjà ça. Après, si tu peux apporter une vraie analyse et rentrer dans une conversation, c'est royal. Ouais, bien sûr. Mais on ne peut pas le faire tout le temps. Donc, voilà, je sais que quand je poste, je sais que je peux compter sur toi, sur quelques-uns qui vont faire que mon poste ne va pas rester à zéro. Mais quand bien même mon poste il reste à zéro, n'ayez pas cette crainte du score. Ça n'est pas grave. Pour une raison simple, c'est qu'il y a un paramètre que j'appelle l'impact invisible des réseaux, Ouais. qui est entre guillemets la notoriété, si je puis dire, qui fait qu'en fin de compte, tu es un peu comme le flyer, écoutez bien, du serrurier Wow. dans la boîte aux lettres. Tu le reçois tous les jours, à l'époque où c'était encore permis. C'est super contraignant, d'accord. Tu as un truc qui te dit dépannage, etc. Tu le jettes tous les jours. C'est comme ton contenu. Tous les jours, il passe dans le feed, il va à la poubelle, très souvent. Mais un jour, tu as ta porte qui est coincée, tu as besoin d'un dépanneur. Et où est-ce que tu vas chercher l'info? Dans ton feed, dans ta boîte aux lettres, sur le flyer, parce que tu sais qu'il existe. Et ce jour-là, l'information, elle se transforme en lead et le lead en client, parce que la personne va te contacter pour te solliciter soit sur un conseil, soit sur un achat. Donc, l'important, c'est la régularité, évidemment, Ok. et apporter de la valeur, un max de valeur. Pas trop de fake, pas trop de blabla. Moi, j'aime pas. J'aime pas ça. J'aime pas ça aussi quand c'est trop lisse. Je vais te dire un truc et je ne sais pas si ce sera le mot de la fin ou pas, mais si je te demande, là, je vais te poser une question qui n'est pas dans la boîte. Ok. Si je te pose la question de me trouver ton meilleur souvenir au collège, Waouh. Meilleur souvenir au collège? réponds pas. Ouais. Tu risques de galérer. Ouais. Si je te demande de me trouver ton pire souvenir au collège, Ah ouais, facile. tu l'as celui-là. Ouais. Ok, pourquoi? Parce que malheureusement, quand la vie vous pique, quand les informations sont piquantes, incisives, on les retient. Ouais. Et on est tous pareils, on est assez ingrats. On est assez ingrats dans la vie. Tous, hein. Moi le premier. Je vais te prendre un exemple très simple. Tu vas sur un site d'avis en ligne pour un hôtel. Il y a 300 avis positifs, 3 négatifs. Lesquels tu regardes? Et ouais. Eh ouais. Eh ouais. Et pourquoi ça? Parce qu'au final, on ne va pas se taper déjà les 297 positifs. Et puis les 3 négatifs, ils vont t'apporter de la valeur et tu vas les retenir. Donc le contenu il doit être, je pense, incisif. Les commentaires ils doivent être piquants. Après, on peut être piquant et bienveillant. C'est un petit peu ce que j'essaie de dégager. Je ne sais pas si ça se retrouve ou pas dans les faits. Ça, c'est à vous de me le dire. Mais surtout, ne vous changez pas. Voilà, restez sur une ligne directrice qui est la vôtre et essayez de progresser dans votre chemin, c'est-à-dire d'être la meilleure version de vous-même, tout simplement. Waouh. Bah écoute, tu finis en beauté là. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je sais pas. On va à la plage maintenant. On va à la plage. On y va. On est en face. Hein. Bah Ceux ouais. qui ne savent pas, on est en face de la plage. Bah ouais, c'est bon les Donc vacances. c'est assez incroyable. Ouais. Bah, en tout cas, merci d'avoir été avec nous. Allez, On a pris santé, plein de belles Lechaïm. choses. Des Chaïm. Et bah, j'espère une prochaine. Carrément, une belle reprise à tous. Ouais, une bonne rentrée. Ouais. Et pour ceux qui ne connaissent pas Harold, vous pouvez le suivre sur LinkedIn et sur Instagram. Je débute sur Insta. On va mettre tous les liens dans la description. En tout cas, ça vaut le détour. Et Réhouven, on en parle. Il est bon, il est généreux, bienveillant. Son travail il est de qualité. Et puis, il s'inscrit dans la durée. Il n'est pas là pour faire un one-shot. Donc, si vous avez besoin d'un bon partenaire au niveau du marketing digital et de la création de contenu, de la formation, etc., Réhouven. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao. Ciao.